Bonsoir Carole, Bonsoir. tu peux te Du coup, je me présente présenter, un peu. s'il te plaît, oui. Oui, et donc je m'appelle Carole, j'ai 34 ans, je suis bordelaise et je suis danseuse. Et je voudrais témoigner ce soir par rapport à ma relation toxique qui dure depuis 2 ans avec mon ex-compagnon. Comment tu le sais que c'était un compagnon toxique? Oui, je le sais. Pourquoi je le sais? Parce que j'ai d'abord compris cela plutôt par rapport à mon propre comportement en réaction au sien. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, il y a une lune de miel incroyable où il surpassait de très loin l'idéal, vraiment mon idéal dont je rêvais depuis toute ma vie. C'était plus haut que les étoiles, quoi. Et ensuite, son comportement a changé, ça a été très progressif. Et petit à petit, j'ai surtout vu que mes réactions n'étaient pas normales. C'est-à-dire que j'en étais venue à oublier tous mes principes, le respect que j'ai de moi-même, poser mes limites et je me reconnaissais plus en fait et j'en suis venue à avoir des actions de dépendance très fortes où je le laissais me manquer de respect à un point qui est inhumain et en fait je le plaçais par rapport au love bombing qu'on avait eu, je le plaçais plus haut que l'importance de ma propre vie. Je plaçais cette histoire plus haut que tout, j'aurais pu mourir pour lui quoi. Et ça, j'ai compris que c'était pas normal et que c'était quelque chose en fait qu'il avait reprogrammé dans mon cerveau. Voilà. Tu dis que ne respectais pas tes propres valeurs. Oui. Tu as des exemples pour nous éclairer? C'est-à-dire qu'en fait, quand il a commencé à me faire subir des humiliations très, très, très graves, comme des insultes à caractère sexuel, des accusations absolument horrible de la maltraitance. Moi, en fait, au lieu de dire stop, stop, respecte-moi, j'arrête là, j'étais tellement, j'étais tellement obsédée par lui et fascinée par lui par rapport à la relation parfaite qu'on avait vécue auparavant, où il était en mimétisme et il répondait exactement à mes attentes, que du coup, je sentais que je me rabaissais. En fait, c'est comme si lui me le demandait, mais indirectement, que c'était très subtil et j'en suis venue à me couper de mes amis moi-même pour éviter les crises, à m'empêcher de faire ce que j'aimais, à m'empêcher de me maquiller, à m'empêcher de m'habiller, à ne plus oser regarder les gens, à ne plus oser discuter avec des gens, à bloquer la plupart de mes amis sur les réseaux sociaux. Et tout ça, c'est moi qui le faisais. Mais parce qu'en fait, j'étais terrorisée de ces réactions. Si je parlais à quelqu'un, si je regardais quelqu'un, c'était tellement violent et extrême que moi-même, j'en suis venue à me rabaisser complètement et à être l'ombre de moi-même, en fait, pour éviter la crise et pour pas le perdre. Quand tu parles de réactions très violentes qu'il a eues vis-à-vis de toi, tu parles d'insultes, tu parles d'injures, tu parles de violences psychologiques et physiques, c'est ça? Tu peux nous donner des exemples? Euh, la totale. Donc ça a commencé, en fait, c'était assez subtil, c'est-à-dire que au début, alors que donc la relation parfaite était instaurée et qu'on était très dépendants l'un de l'autre, très fusionnels, d'un coup, il a commencé à devenir complètement insensible à des moments où j'avais le plus besoin de lui, où j'avais des problèmes, où j'étais malheureuse, où j'avais besoin d'être rassurée, complètement insensible, limite ça lui faisait plaisir. Et là, je reconnaissais plus du tout la personne que j'avais en face. Une fois que cette phase a été passée, phase qui m'a rendue encore plus dépendante parce que forcément, comme ça ressemblait pas à mon mec que je connais et que j'aime et qui est là pour moi, du coup, ben, j'avais des réactions très étranges à le supplier, le harceler, être encore plus dépendante. Après, il est passé à l'étape supérieure. Il a commencé à avoir des phases de jalousie extrême, donc c'était pas encore la violence physique. Donc il y a eu ça. Et après, c'est passé à l'humiliation. Donc c'est-à-dire que dès que quelque chose me mettait en lumière ou que j'étais enthousiaste ou contente ou qu'il se passait quelque chose d'agréable pour moi, comme je faisais un spectacle ou je préparais, euh, je préparais une vidéo sur les vêtements que je crée, enfin à chaque fois que je faisais quelque chose qui me mettait en lumière, en fait, il allait interpréter ça comme quoi je faisais ça parce que j'étais une salope qui avait besoin de stimuler le désir chez les hommes
ou quand je parlais à ses amis très poliment ou que je rigolais avec eux, ils me disaient que je voulais les exciter, que je voulais en gros coucher avec eux, que j'étais une aguicheuse, une séductrice, puis après ça devenait des injures vraiment horribles, insoutenables. Et ensuite, oui, la violence physique est arrivée à des moments où, là, c'était plus loin dans l'histoire. Après qu'il m'ait quitté, le jour où j'ai avorté de lui, donc il m'a quitté dans des insultes atroces, en me riant au nez, comme quoi il attendait juste que je me débarrasse de l'enfant pour se débarrasser de moi et que j'étais donc une salope. Après ça, il est revenu, mais en m'insultant et là en me frappant. Parce qu'en fait, c'est comme si c'est compliqué à expliquer, mais en fait, j'avais l'impression que moi, à ce moment-là, j'ai interprété les choses comme quoi il ne pouvait pas se passer de moi et qu'il n'arrivait pas à résister. Donc, il revenait, mais qu'il y avait une dualité à l'intérieur de lui entre son désir fort pour moi et son dégoût. Parce que dans sa tête, par rapport à sa paranoïa, il était convaincu que j'étais donc ce que je ne suis pas, évidemment, une aguicheuse, une séductrice, une obsédée sexuelle, une nymphomane, toutes ces choses. Lui, c'est vraiment basé sur la sexualité. Et donc, je le dégoûtais, mais en même temps, son fort désir pour moi l'attirait très fort. Et du coup, il était en même temps, il revenait me voir avec des élans passionnels tout en étant très violent verbalement et physiquement. Il m'a frappé à plusieurs reprises, menacé, tout ça. Est-ce que tu as des preuves de tout ça? Alors, au début, j'en avais pas vraiment. Et puis après, quand ça a commencé à devenir de plus en plus violent et de plus en plus récurrent, j'ai commencé à faire des photos. Une fois, par exemple, par contre, c'est moi qui me suis blessée, c'est-à-dire qu'il m'a tellement humiliée et tellement insultée de façon sadique, perverse, violente, que j'ai eu envie vraiment de mourir. Donc, je me suis moi-même quelque chose que je n'ai jamais fait de ma vie parce que je suis quelqu'un de très stable. Je me suis moi-même explosé la tête contre une poutre et donc j'avais le visage violet. Et ensuite, il est venu me chercher un jour et il voulait qu'on se voie, mais tout en m'insultant, tout en m'humiliant. Et là, il m'a donné beaucoup de coups et j'avais donc des bleus partout sur le visage, sur le corps. Et là, ce jour-là, j'ai pris des photos. Donc, j'ai cette preuve-là. Et ultérieurement, j'ai eu des preuves aussi des tags qu'il a écrits partout dans ma rue, partout dans ma maison, des choses qu'il a cassées chez moi et aussi des certificats médicaux, du tampon qui m'a percé, la blessure au bras et les consultations de suivi psychologique que j'ai dû avoir à cause de ça. Donc, j'ai gardé tout un dossier et surtout avec les copies écran de tous ces SMS de harcèlement, humiliation, insulte, culpabilisation. Voilà. Donc, j'ai énormément de preuves. Est-ce que tu as été porté plainte à la gendarmerie ou à la police? Alors, non, je ne l'ai pas fait. Ça m'a démangé plusieurs fois. En fait, mais j'avais peur, en fait, enfin, pour moi, en fait, le jour où je portais plainte, c'était le jour où j'étais prête dans ma tête à me dire que je ne le verrai plus jamais. Et étant donné que je suis dans une emprise et dans une dépendance affective tellement forte, j'ai eu beaucoup trop peur de faire ça. Je me suis dit que je ferais ça en dernier recours le jour où j'aurais plus aucun espoir avec lui. Sauf que il a toujours fait en sorte d'entretenir un espoir tout petit, de façon à me garder, à me garder en fait, en me disant que qu'on ne se verrait plus et que c'était fini, mais avec toujours un mini espoir qui faisait que je m'accrochais à ça et je ne portais pas plainte pour laisser la possibilité de le revoir. Et en fait, c'est comme si, voilà, en fait, il y a un truc qui est vraiment puissant, c'est que dans une relation normale, on ne sait pas qu'on fait du chantage, mais on peut des fois poser un ultimatum, dire à la personne, voilà, ça ne me convient pas. Donc, si tu agis de cette façon, moi, je vais partir. Et si la personne nous aime et tient à nous, soit elle se remet en question, soit elle nous dit, écoute, je t'aime, donc pour ton bien, je préfère que te laisser ta liberté. Sauf qu'avec lui, ce truc-là, ça marche pas. Donc en fait, moi, comme j'avais aucun pouvoir sur lui, qui me faisait comprendre qu'il ne voulait pas de moi et que son rêve absolu, c'était que j'arrête d'essayer de le voir,
enfin que je le lâche en fait, c'est ce qu'il disait officiellement, alors que en fait, il faisait tout pour me mettre dans cet état et pour que je sois dépendante de lui. Du coup, en fait, je sais plus où j'en étais. Cette menace de porter plainte était pour moi dans ma détresse, en fait, ma seule façon de lui demander de me respecter, le menacer de porter plainte et j'espérais en fait enfin, c'était mon seul pouvoir sur lui. J'espérais qu'il me dise oui, ok, je comprends, je vais essayer de changer, je vais essayer de me faire soigner. Sauf que le problème, c'est qu'il est tellement manipulateur en fait, il me montrait qu'il en avait rien à faire que je porte plainte et que limite, ça lui aurait fait plaisir parce que grâce à ça, il se serait débarrassé de moi. Sauf qu'il voulait pas du tout se débarrasser de moi, mais il me faisait croire ça pour, du coup, me dissuader et me montrer qu'en fait, c'était impossible de l'atteindre. J'avais aucun moyen de l'atteindre, de lui faire du chantage ou de lui poser des ultimatums, ce qui me montrait qu'il en avait rien à faire de moi et du coup, je me sens complètement dans une dépendance et dans une détresse sans aucun pouvoir. Et où est-ce qu'en est cette relation aujourd'hui? Ben, en fait, donc ça fait un an. Bon, la vraie rupture qui a été vraiment horrible, c'est le jour où il m'a quitté, le jour où j'ai avorté de son enfant, donc le jour où j'avais vraiment le plus besoin de lui. Et à partir de là, ça a été très, très, très violent. C'est là où la violence physique a commencé, où les humiliations, le sadisme, euh, enfin, le traumatisme psychologique, hein, dont je pense que je mettrai beaucoup de temps à me remettre. Et en fait, ça fait un an que c'est dans cet état-là, c'est-à-dire que on se revoit, on se quitte, on se revoit, on se quitte, et c'est un espèce d'ascenseur émotionnel qui est sans fin. Il y a plus jamais eu de stabilité, même une semaine, même 3 jours. Ça a été que à chaque instant, à chaque minute, dès qu'on se voit, à chaque minute, il peut devenir versatile et se mettre à m'humilier, à me mettre dehors, à m'insulter, à me menacer. Donc, c'est une relation chaotique depuis un an. Qu'est-ce qui t'empêche, toi, de mettre un terme à cette relation? Ben en fait, je pense que c'est la forte emprise de la dépendance affective, parce qu'en fait, au début de notre relation, il a tissé quelque chose, c'est-à-dire j'ai l'impression maintenant, avec du recul et en voyant ce qu'il dit aujourd'hui et ses réactions aujourd'hui, que son discours est l'inverse de ce qu'il était au début. Et au début, il a tissé quelque chose où en fait, il m'a montré la personne qui était mon idéal, et moi, je suis très nostalgique de cette personne-là, qui pour moi est le grand, enfin voilà, le grand amour de ma vie. Et c'est comme si, donc déjà il y a ça, c'est-à-dire que j'ai vécu quelque chose de tellement fort que je peux pas supporter en fait de me dire que cette personne n'existe pas. Donc je suis comme en deuil et pour moi c'est un déni, hein. Et il y a aussi d'autres choses, c'est-à-dire ce besoin de justice. Parce qu'en fait, je sais pas pour vous, les gens, mais moi, quand j'ai un conflit avec quelqu'un, c'est très difficile pour moi d'abandonner, en fait. C'est-à-dire que j'y ai laissé tellement de plumes, je me suis tellement détruite pour lui prouver que j'avais raison, que de partir en cours de route, c'est comme si j'avais perdu tout ce temps et toute cette énergie pour rien. Et j'ai besoin, en fait, qui s'excuse ou qui reconnaisse en fait les faits, sauf qu'il le fera jamais. Donc je cours après un mirage, mais j'ai besoin de lui prouver, parce que même si autour de moi tout le monde me dit, même ses amis, tout son entourage, tout le monde m'accorde crédit, me dit que j'ai raison et, enfin comment dire, enfin c'est complètement validé, mais c'est de lui que j'ai besoin que ça vienne en fait. Je supporte pas qui n'avoue pas en fait ce qu'il m'a fait. Donc je cours après la justice et je cours après aussi donc un passé merveilleux qui était donc une supercherie. Et, euh, et je suis dans une illusion totale parce qu'en fait ce que je vis aujourd'hui avec lui, c'est clairement autant l'enfer. C'est l'enfer sans lui, mais c'est l'enfer avec lui. Enfin, tout est l'enfer en fait. Donc en fait, c'est une illusion parce que même si je reste près de lui, ce qu'il me fait subir est vraiment terrible et atroce et il ne ressemble plus du tout à la personne que j'ai rencontrée. Il n'y a même plus un seul point similaire. Et j'espère qu'il redevienne comme avant. Et je m'accroche à ça parce que je suis quelqu'un de très nostalgique et aussi de très
comment dire, dépendante. En fait, il était tellement l'idéal, tellement que faire ton deuil de cet idéal, c'est comme renoncer finalement à ton idéal, c'est ça. Et ça te fait tellement souffrir que finalement, pour l'instant, tu préfères encore Ah oui, quelque chose de bancal et qui te fait extrêmement souffrir, mais plutôt que ce oui, qui te ferait peut-être encore plus souffrir, dont tu as exactement. peur et qui serait le deuil total de ce prince charmant. En fait, le deuil me fait peur et c'est comme dans les phases de maladie ou quand on perd quelqu'un, il y a toutes ces phases par lesquelles on passe. Et moi, j'ai pas réussi à passer le cap de l'acceptation. Accepter qu'en fait, il n'est pas ce qu'il m'a montré au début, c'était de la comédie. Bon, après, je pense qu'il était sincère dans le bonheur qu'il a ressenti et qu'on a ressenti tous les deux. Mais il jouait un rôle et ça lui générait, enfin, ça lui demandait énormément d'énergie. Et quand le naturel est revenu au galop parce qu'il était trop épuisé de jouer ce rôle, j'ai découvert un monstre. C'est comme, ouais, c'est comme si je suis dans le déni d'accepter que cette personne incroyable n'existe pas, en fait. C'est comme d'accepter qu'il soit mort. Et c'est trop difficile pour moi. Donc, Oui, je préfère, là, avec pour mon l'instant, empathie, comme je suis très et là, pour empathique, l'instant, lui. c'est un petit peu comme si tu étais dépendante, comme quelqu'un qui est dépendante et accro à la cocaïne ou à l'héroïne. Exactement. Donc, tu sais que ça te Exactement comme détruit. l'héroïne. Voilà, donc c'est Oui. une vraie dépendance. Donc, ça te détruit. Tu sais que ça te détruit et en même temps, tu sais pas comment faire pour faire autrement. Ben, je compare parce que j'ai connu des personnes qui ont été dans l'héroïne, hein, malheureusement, qui sont très proches de moi. Et c'est complètement similaire parce qu'en fait, euh, alors il y a ce truc qui les détruit. Et ces personnes savent que ça va les envoyer directement vers la mort, hein. Mais en fait, ça leur donne une illusion ponctuelle de plaisir. Et en fait, ce serait tellement. En fait, c'est que d'être sans cette dose-là, c'est une souffrance qui est très longue avant d'aller mieux. Alors que quand on est dans ce truc de drogue, on sait que c'est une souffrance qui nous amène vers la mort, mais il y a des petits pics, des petites doses en fait d'euphorie. Et moi, c'est ça en fait avec lui, c'est-à-dire qu'il y a, même quand je le vois, quand je le touche, quand je suis près de lui, même s'il est odieux, j'ai cette espèce de dépendance à sa voix, sa peau, son corps, j'en sais rien, sa présence, qui m'amène à des sortes de pic de sérotonine et où je me dis, bon, ok, c'est la dernière fois que je le vois. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière fois, mais à chaque fois, j'y reviens. Et à chaque fois, je me dis sur la route, c'est la dernière fois que tu y vas, ben, comme un drogué, en fait. Prendre ma dernière dose. Sauf que ça me rend de plus en plus dépendante. Et c'est comme les drogués, c'est-à-dire qu'au début, c'est génial, ils sont trop bien. Et petit à petit, ils le prennent juste pour pas être mal. Et ben moi, c'est pareil. C'est-à-dire qu'au début, c'était magique et maintenant, quand je le vois, je sais que c'est horrible, mais c'est moins pire que d'être sans lui où là, je me fais des crises d'angoisse énormes de manque. Donc, c'est devenu en fait un Qu'est-ce cauchemar. que tu as fait jusqu'à présent pour essayer de sortir de cette emprise et de cette addiction? Mais concrètement, c'est horrible ce que je vais dire, mais j'ai pas fait grand-chose. C'est-à-dire que j'ai commencé des choses, un suivi psychiatrique. J'ai commencé à aller dans des groupes de parole. Euh, j'ai mis en place certaines choses où le fait de m'occuper plus de moi, de réouvrir mon cercle social que j'avais fermé. Mais à chaque fois que je sentais que ça allait être le moment où ça allait me couper définitivement de lui, comme un réflexe de laisser la porte ouverte ou quand je le bloquais, vite le débloquer parce que ça me faisait une crise d'angoisse de le bloquer en fait. Donc tout ce que j'ai entrepris, même porter plainte, j'ai fait mon dossier mais j'ai pas porté plainte. C'est comme si le fait que ce soit que de fermer la porte définitivement, c'était vraiment trop douloureux, je perdais pied, donc il fallait que je laisse un petit filet. Je sais que c'est horrible, hein. Et du coup, de quoi tu C'est- penses avoir vraiment besoin aujourd'hui pour réussir à dépasser cette personne, à dépasser cette emprise? Ben, je pense un gros travail sur moi par rapport au fait que je suis dépendante affective et que je manque d'auto-estime et de confiance en moi. Surtout un gros travail sur moi parce que je pense que dans ce genre de relation, en fait, il y a un profil, il y a quand même un, bon, bien sûr, tout le monde peut être touché, mais il y a un profil très empathique et surtout de manque de confiance.
qui fait que ces personnes dans la phase de lune de miel nous apportent la confiance qu'on est censé s'apporter nous-mêmes. On devient dépendante de cette magnifique image qu'elles ont de nous et comme une drogue en fait. Donc si on arrive, nous, en tant que victimes, à s'apporter cet épanouissement et cette fierté nous-mêmes, je pense qu'on sera plus apte à se respecter et donc obliger les autres à nous respecter. Parce que quand on se dévalorise, bah forcément, quelqu'un qui nous manque de respect, on va l'autoriser. Et moi, par exemple, j'ai pas de limite, je me dévalorise tellement, je me déteste tellement, j'ai tellement pas confiance en moi que je laisse les personnes me manquer de respect comme si c'était banalisé. Et je pense que le travail, il n'est pas forcément envers les autres, mais envers soi-même. Voilà. Très bien. Bah, écoute, Carole, on te souhaite vraiment de trouver les bonnes personnes sur ton chemin pour te permettre d'arriver à cette meilleure estime de toi, ce meilleur respect, d'arriver à décrocher de cette addiction et à rencontrer par la suite de vrais princes charmants, des personnes qui vraiment vont œuvrer pour ton bonheur et non pas pour ta destruction. Oui. Merci beaucoup de ton témoignage.